Est-ce que vous avez déjà joué à Prince of Persia ou à Assassin's Creed? Perso, c'était, et ils resteront, l'un de mes jeux préférés. J'ai en plus trop kiffé voir l'adaptation cinématographique des deux. Maintenant, je dois avouer que j'avais quand même un petit faible pour l'univers de Assassin's Creed. Je suis sûre que je suis pas toute seule d'ailleurs. Je suis certaine de ça. Bref, quel était mon étonnement en découvrant que les Assassin's Creed, ou l'Ordre des Assassins, a réellement existé. J'étais tellement ébahie que je me suis dit qu'il fallait que je vous partage leur histoire. L'histoire vraie des Assassin's Creed. Bon, honnêtement, cette vidéo m'a pris 1 an à sortir parce qu'elle nécessitait un peu plus de recherche et je sais pas pourquoi, j'avais aussi la flemme de me lancer dedans. Mais je suis vraiment contente d'enfin pouvoir vous en parler. Les Assassin's Creed sont sanglants, d'une intelligence inégalée et complètement sans pitié, ce qui a fait d'eux les êtres les plus dangereux et les plus craints de leur époque. Ils ont prétendu avoir visité l'Éden et pour y rester, ils ont fait l'impensable. L'histoire les a classés comme les premiers martyrs et leur nom a suscité beaucoup de controverses. Mais leur but était aussi précis et net que de l'eau de roche. Avant d'aller plus loin, je voulais me lancer un petit défi avec vous. Puisque j'adore vous ramener des faits étranges des 4 coins du monde, je me disais que ce serait sympa que vous me nommiez des pays ou des villes dans les commentaires, et moi, j'irai piocher pour en choisir un et aller voir s'il n'y aurait pas un creepy fact à vous raconter au sujet de cet endroit. Alors n'hésitez pas à suggérer des endroits, pour autant qu'ils existent vraiment bien sûr, moi ça me va. Bref, si vous aimez les histoires mystérieuses, étranges, paranormales et surtout incroyables mais vraies, vous êtes sur la bonne chaîne, car c'est pile ce que je fais. J'adore vraiment lire à ce sujet et vous partager mes découvertes. Alors, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, car en plus du fait que ça me fait vraiment un bien fou au moral de savoir que mon contenu est quand même apprécié, ça me permet de me frayer un petit chemin dans le référencement de YouTube. Moi, c'est Gaïa, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. De nos jours, on a pas mal entendu parler des martyrs, et c'est un mot qui parfois peut nous inspirer la peur, car ce sont des personnes qui sont prêtes à mourir pour leur cause. Ce qui est fou est que les premiers martyrs remontent au XIe siècle de notre ère. Vous l'aurez compris, ce sont les Assassin's Creed. Dans cet épisode, je vais vous parler de leurs origines et des légendes qui tournent autour de leur forteresse impénétrable et de l'Éden dans lequel il était dit qu'ils vivaient, et à tout ce qu'ils étaient prêts à faire pour y rester. Commençons par le commencement. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Hassan al-Sabbah, qui était connu sous le nom de Shir ou maître de la montagne? Cette personne est l'une des figures les plus controversées de l'histoire islamique. Une chose est sûre, Hassan al-Sabbah a bel et bien existé, et il était à l'origine de l'ordre des assassins, donc les Assassin's Creed, mais les vrais. Mais vous allez le voir, leur histoire est quand même un peu différente de celle du jeu et du film. Différente, mais encore plus fascinante parce que elle est réelle. L'ordre des assassins était connu pour être l'un des plus sanguinaires que l'histoire aurait connu. En arabe, plusieurs noms leur ont été attribués. Le plus célèbre étant Al-Hashashin. C'est important que je vous en parle car ce mot en arabe signifie les personnes qui fument de l'herbe. Cette appellation ne reflète pas du tout ses membres ni leur mission ultime. Mais elle est en étroite relation avec une légende d'un jardin d'Éden que je vous raconterai un peu plus tard. Un autre nom leur a été attribué qui signifiait littéralement les sentinelles. Et un autre, très célèbre, était Al-Hassassin, en référence à leur leader Hassan al-Sabbah. Ce nom est d'ailleurs à l'origine du mot assassin que nous utilisons pour désigner quelqu'un qui tue une autre personne. Il y a plusieurs autres appellations qui leur ont été attribuées, mais une chose est sûre, l'origine réelle du nom des Assassin's Creed reste inconnue.
À la base, cet ordre était un ordre religieux, un peu comme l'ordre des Templiers si on veut. Ses membres sont connus pour être des assassins et des stratèges hors pair. Pour connaître l'ordre des assassins, il faut revenir à leur fondateur, justement, Hassan al-Sabbah. Cet homme est né en l'an 1050 à Qom, à Perse, l'actuel Iran. En l'an 1078, alors qu'il avait 17 ans, il a déménagé en Égypte avec sa famille, et là, il s'est complètement imprégné de la pensée ismaélite, une doctrine religieuse à l'époque adoptée par les Fatimides, un califat chiite ismaélite qui régnait depuis l'Égypte sur un empire assez conséquent. Je vous laisse d'ailleurs admirer la map, ça m'évitera de chercher tous les noms des pays actuels, parce que honnêtement, j'ai vraiment mal aux neurones. Bref, pour pas vous perdre en cours de route, je me dois de vous donner une info importante sur les Ismaélites. Il faut savoir que sous le règne du calife Al-Mustansir Billah, 2 branches ismaélites se sont développées à travers le pays, à cause de la rivalité des 2 héritiers possibles au trône. Les fils du calife, quoi. Il y avait les partisans de Al-Musta'li Billah et les partisans de Nizar, le fils aîné, dont Hassan al-Sabbah faisait partie. Cette fraction ismaélite se faisait appeler les Nizaris, en référence à Nizar. Les Nizaris se sont complètement émancipés des Fatimides vers la fin du XIe siècle, quand finalement Al-Musta'li Billah a hérité du califat. Donc, là, on comprend bien que Hassan al-Sabbah faisait en quelque sorte partie d'un groupe de renegades. Je vais vous épargner beaucoup de détails, mais à partir de là, Hassan est resté en Égypte pendant environ 3 ans en voyageant entre le Caire et l'Alexandrie. Puis il s'est fait expulser sur un bateau vers l'Afrique du Nord, et pas de bol, le bateau a coulé en pleine mer, mais Hassan a survécu et a été conduit en Syrie. De là, il s'est rendu à Bagdad puis en Perse, son pays natal. Durant tout son périple, sa seule préoccupation était de diffuser la doctrine nizari et de gagner des partisans. Chose à laquelle, honnêtement, il excellait. Mais il devait aussi se trouver un QG, un endroit à partir duquel il diffuserait ses idées et ses disciples à travers la Perse, et qui le protégerait de ses persécuteurs, notamment les Seldjoukides. Les Seldjoukides régnaient sur la Perse à l'époque, et ils étaient les pires ennemis de Hassan al-Sabbah. Et c'est justement ici que l'histoire des assassins prend vie. Il faut savoir que Hassan évitait les villes et les endroits bondés de monde. Du coup, il se cherchait un QG qui était vraiment éloigné du monde, puis à l'abri de la foule. Donc, il a pris pour QG le château imprenable d'Alamout en Perse. Mais alors, pourquoi ce château précisément et aucun autre? Dites-vous que Alamout est une sorte de véritable forteresse imprenable, perchée à plus de 2800 mètres d'altitude et qui donne sur une falaise vertigineuse. Du coup, pour y accéder, un seul et unique moyen est disponible. Emprunter un chemin rocailleux, étroit et dangereusement dénivelé. Donc, toute invasion d'Alamout était très risquée, voire quasiment impossible. D'ailleurs, le nom d'Alamout en perse veut dire « nid d'aigle ». La question que je me suis posée en découvrant cette histoire est comment est-ce que ce mec a fait pour avoir Alamout, parce qu'avant qu'il n'en prenne possession, l'endroit était loin d'être abandonné. Il y avait quelqu'un qui y habitait. On raconte que Hassan était ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit loupard. Il avait l'habitude de contourner les gens et de les tromper, de ne jamais affronter de face, quoi. Donc, lorsqu'il a vu le château d'Alamout, il était tombé en amour avec. Sa seconde étape était de voir s'il serait accepté sans accroc, alors il a un peu tâté la réceptivité des gens de la région à ses messages. Et bingo, il a été bien accueilli. Du coup, Hassan, il est resté. De là, lui et ses disciples ont infiltré le château secrètement. Il a commencé à enrôler de plus en plus de monde à sa cause au sein même du château où il vivait secrètement à ce stade-là. Il faisait des réunions secrètes, faisait preuve d'ascétisme et était très éloquent. Donc la plupart l'ont suivi et recherchaient même ses bénédictions. Un jour, sentant qu'il était assez bien soutenu en nombre, il est sorti de l'ombre et est parti voir le proprio actuel du château, qui, rappelons-le, y vivait mais n'avait rien vu venir. Bref, il était parti le voir et lui a ordonné de quitter son château. Le proprio a souri car il pensait que Hassan plaisantait. Du coup, Hassan a ordonné à un groupe de disciples d'expulser le propriétaire loin du château et de lui donner 3000 pièces d'or en compensation. Et c'est ainsi que Hassan al-Sabbah est devenu le maître de la montagne et d'Alamout.
Il y restera toute sa vie et ne le quittera pas jusqu'à sa mort. Une période qui aura duré 35 ans. La plupart de son temps, Hassan le consacrait à la lecture, à la correspondance avec des prédicateurs et à la préparation de plans. Son souci premier était de gagner de nouveaux partisans et de contrôler d'autres châteaux. C'est pourquoi il a continué à envoyer des prédicateurs dans les villages et à envoyer ses assassins pour s'emparer de plusieurs châteaux et pour liquider des opposants qui le dérangeaient. Tout ça, il le faisait grâce à des tactiques d'infiltration nouvelles à leur époque. Maintenant, revenons un peu à la forteresse d'Alamout. Cet endroit sous Hassan a vu naître une légende complètement folle. C'est la légende du jardin d'Éden. On raconte que cette forteresse est dotée d'un jardin immense rempli d'arbres fruitiers divers et variés et traversé par des ruisseaux de miel, de lait et d'eau. Si ce n'était pas suffisant, il y aurait aussi des femmes magnifiques, aux voix angéliques et aux danses envoûtantes. Un combo vraiment irrésistible pour pas mal de monde à l'époque. En tout cas, Hassan a convaincu tout le monde que sa forteresse est le paradis et que l'accès était limité à un groupe restreint de personnes, ses partisans. Pour pouvoir être un de ces VIP, il te fallait respecter une seule et unique règle: tuer les ennemis. Pour convaincre le monde de la véracité de ses dires, Hassan avait un plan simple mais bien ficelé. Quand une personne était intéressée à rejoindre sa faction, en notant que cette personne était déjà endoctrinée par le dogme nizari bien sûr, Hassan la faisait entrer dans la forteresse et lui offrait un cocktail de bienvenue qui contenait un puissant somnifère. Une fois la personne endormie, il ordonnait à ses hommes de l'emmener dans le jardin et de l'y laisser. Les hommes finissaient par se réveiller et se retrouver dans un endroit quasiment magique avec des femmes comme il n'en a jamais vu et où ils pouvaient réaliser tous leurs fantasmes sans aucune restriction. Au bout d'un moment, dans ce coin de paradis, il se faisait encore une fois droguer, mais cette fois-ci pour les faire sortir du jardin. À leur deuxième réveil, ils vont supplier Hassan de les laisser accéder au paradis de nouveau, quitte à faire tout ce qu'il leur demanderait. Hassan les envoie alors dans des missions précises pour tuer ses ennemis en leur promettant un autre accès au paradis s'ils réussissaient. Et si par malheur il arrivait qu'ils mourraient, les anges se chargeraient de les ramener vers ce même paradis qui leur est si cher. Un plan diaboliquement bien ficelé. Un vrai gourou ce Hassan quoi. Il faut savoir que cette légende n'a pas seulement été transmise de bouche à oreille, mais qu'elle a aussi été retranscrite par Marco Polo dans son livre The Book of Sir Marco Polo. Cependant, son récit, à Marco Polo, a beaucoup été contesté car lui, il est né en 1254, alors que le château d'Alamout a été réduit en cendres en 1256, alors que le petit Marco n'avait que 2 ans. Donc il était impossible qu'il ait pu le visiter et voir tout ce que je viens de vous décrire de ses propres yeux. Aussi, la météo de la région où se trouvait le château était assez rude, dans le sens où les hivers sont longs et enneigés, ce qui est incompatible avec les arbres fruitiers et les ruisseaux décrits. Si je prends seulement l'exemple tangible des ruisseaux d'eau bien sûr, car si l'eau ne ruissellerait pas, je penserais pas que le lait ou le miel le ferait. Donc, personne ne sait comment Marco Polo a fait pour avoir tous ces détails sur la vie à Alamout. Et je pense que personne ne le saura jamais. À ce stade, j'ai vraiment été tentée de croire que les assassins étaient appelés El-Hachachin car ils étaient drogués régulièrement. Mais dans les écrits arabo-musulmans et même ismaélites, il n'y a aucune référence au fait que l'ordre des assassins utilisait réellement des drogues. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis. Ce qui est par contre récurrent dans les écrits arabo-musulmans est que cet ordre d'assassins nizari ismaélites qui s'était complètement séparé des Fatimides est devenu célèbre entre le 11e et le 13e siècle de notre ère. Donc ils ont commencé à devenir célèbres le jour où ils se sont émancipés des Fatimides et qu'ils leur ont déclaré la guerre quoi. Les Assassin's Creed menaient leurs attaques dans des lieux publics, au vu et au su de tout le monde. Leur but était que leur nom soit craint par le peuple et les dirigeants. Et l'histoire dit qu'ils ont bien réussi leur coup. Les méthodes des assassins vacillaient entre des astuces de propagande et d'infiltration et entre des méthodes sanglantes et des massacres.
L'histoire les classe comme les premiers martyrs car ils étaient prêts à mourir pour leur cause et pour accéder à nouveau au fameux Éden. Il faut savoir que la stratégie d'assassinat adoptée par Hassan et ses assassins était différente, mais surtout intelligente. Les assassins, sous l'ordre de leur leader ou, disons-le, à l'image de leur leader, évitaient les confrontations directes qui entraînaient des pertes humaines innombrables des deux côtés. Et à la place, ils faisaient des assassins ciblés, visant des personnalités imminentes dans les pays et les villes ennemies. Les assassins, une fois enrôlés, recevaient un entraînement intensif pour les arts de combat, du camouflage et du déguisement, pour l'équitation, pour l'éloquence, la stratégie et les meurtres. L'une de leurs plus grandes particularités était, comme je l'ai dit plus tôt, qu'ils étaient prêts à mourir pour leur cause. Et ça, c'est un point très important. Donc, pour accomplir leur mission, ils avaient l'habitude de s'infiltrer dans les armées et les châteaux ennemis et d'accéder à des grades conséquents qui leur permettaient d'avoir des informations sensibles et surtout d'accéder à leurs cibles plus facilement. Entre 1096 et 1102, ils ont pu s'emparer du château de Lambazar. C'était une forteresse stratégique importante qui surplombait la région de Shahrud, au centre de l'Iran. De là, Hassan et ses assassins ont pu mettre la main sur toute la région de Roudbar, au nord de l'Iran, comme vous pouvez le voir sur cette map aussi. Leur ruse, leur stratégie et leur patience étaient sans égal. Pour preuve, il y avait cette rencontre entre le sultan Saladin et les assassins. Pour vous la raconter en bref, un émissaire assassin a été envoyé au sultan d'Égypte Saladin avec un message de la part du leader des assassins en Syrie. Arrivé à la cour du sultan, l'émissaire déclare qu'il n'a pas le droit de divulguer son message qu'en présence du sultan seul. Le sultan l'a alors fait fouiller et ne trouvant rien sur lui, ordonna à toute sa cour de quitter. Toute la cour, sauf 2 esclaves qui se tenaient à ses côtés. Le sultan demande à l'émissaire de divulguer son message, mais celui-ci lui demande de faire sortir ces 2 esclaves d'abord. Le sultan dit alors à l'émissaire « Ces 2 hommes me sont chers. Ils sont comme mes fils, et eux et moi sommes un. Alors soit tu me livres ton message, soit tu pars. » Là, l'émissaire regarde les 2 esclaves et leur dit « Si je vous ordonnais au nom de votre leader de tuer le sultan, le feriez-vous » Les 2 esclaves dirent qu'ils le feraient sans hésitation avant de dégainer leurs sabres. Le sultan était complètement abasourdi et n'a rien pu faire en voyant l'émissaire partir en compagnie de ses fils, entre gros guillemets. En tout cas ici, on peut dire que leur message avait le mérite d'être clair. Après cet événement, ils ont en effet tenté de réellement assassiner Saladin à plusieurs reprises, mais sans succès. Par contre, ils ont liquidé plusieurs personnalités politiques et religieuses musulmanes et chrétiennes, et l'un de leurs plus grands coups s'était déroulé le 28 avril 1192 dans la ville de Tyr, qui est l'actuel Liban. Ce jour-là, l'un des chefs de la 3e croisade, Conrad de Monferrato, s'apprêtait à célébrer sa récente élection en tant que roi de Jérusalem. Poste qu'il n'a jamais pu occuper, car 2 messagers sont parvenus à lui remettre une lettre, et alors qu'il la lisait, les hommes ont dégainé des poignards et l'ont achevé. Bien que l'identité des agresseurs n'a jamais été précisée, ce meurtre a été imputé à l'ordre des assassins. Les assassins étaient extrêmement sanglants et audacieux face à leurs adversaires. Autant les sunnites que les croisés avaient peur de leur brutalité et de leurs compétences hors normes pour achever et tuer. En 1175, dans un rapport envoyé à l'empereur allemand Frédéric Barberousse par l'un de ses émissaires, on pouvait lire à ce sujet « Ils ont un maître qui insuffle une terreur sans précédent dans les cœurs de tous les princes arabes proches et lointains, et tous les dirigeants chrétiens qui les entourent le craignent, parce qu'il a l'habitude d'en tuer de manière surprenante. » Les assassins avaient donc réussi à envahir des territoires immenses à partir de l'Iran et de la Syrie. La doctrine ismaélite était étendue d'une manière sans précédent. Sauf que tout a une fin, et la fin des assassins était imminente puisqu'ils s'étaient fait des ennemis partout, et sans être exhaustive, leurs ennemis comptaient les Abbassides,
les Seldjoukides, les Fatimides, les chrétiens, et j'en passe. La fin des assassins a été sous les mains des Moghols dirigés par leur commandant Holago. En 1256, les Moghols ont mis à feu tous les châteaux et toutes les bibliothèques ismaélites en Perse. Ce phénomène s'est étendu vers la Syrie, où le commandant Baybars a fait la même chose en 1273. Et c'est ainsi qu'après 300 ans de règne sanglant, l'ordre des assassins a pris fin. Une chose est sûre par contre, est que, à ce jour, le mystère continue d'entourer cet ordre et une immense controverse baigne leurs origines et leur mission. Maintenant écoutez, c'est sûr que dans cet épisode, je vous ai pas mal résumé leur histoire. Et je vous encourage à aller lire de vous-même sur les véritables Assassin's Creed si le sujet vous intéresse. Comme ça, vous pourriez vraiment vous faire votre propre avis et pourquoi pas m'écrire des anecdotes que j'ai pas citées dans la vidéo ou même des faits historiques sur les assassins que justement j'ai pas pris le temps de raconter. Ce serait intéressant et pour moi et pour tout le monde, je pense. En tout cas, personnellement, ce genre d'ordre m'a toujours fasciné. Que ce soit les Templiers, les Croisés ou encore les assassins, je trouve cet engagement que ces personnes ont envers une cause à la fois fascinant et terrifiant. Car ce sont des personnes tellement endoctrinées qui finalement ne reculent même pas devant la mort pour accomplir leur quête. En lisant à leur sujet, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'ai surtout remarqué que beaucoup de points dans leur histoire divergeaient. Mais ça, je voulais pas présenter ici, histoire de vous garder quand même les idées claires durant la vidéo et de garder quand même un genre de fil conducteur. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi à sa préparation. J'attends de voir vos propositions de pays pour le défi que je me suis lancé. Je suis sûre que ça va être super amusant. En attendant, amusez-vous bien. C'est ce que je fais de mon côté en tout cas. Profitez de vos vacances, profitez de la vie et surtout, restez safe. Ciao!